parce qu'il y en a qui ont des vieux planchers à la maison, puis dès que ça craque, ils ont tendance à vouloir les enlever tout de suite. Quand je me lève le matin, je craque parfois aussi. Là. Ça veut pas dire qu'on est plus bon, ça? J'espère. Ton projet de rêve, ça ressemble à quoi? Est-ce que ce serait, par exemple, une maison qui fonctionne 100% à l'énergie solaire? Tellement une belle question. Piège. Qu'est-ce que tu penses des tendances en rénovation? Tout ce qui est à la mode, des modes. Les fameuses toilettes de couleur. Là. Les toilettes de couleur qu'on avait, hein, on se fait vendre. Ce produit-là, il est écologique parce qu'on n'a pas coupé d'arbres. Un produit de prélat. C'est vrai. Si je mets des œillères, l'entretien préventif, ça peut nous sauver des milliers de dollars. Puis on le fait comme il faut. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Aujourd'hui, on parle de rénovation écologique avec Nicolas Girouard, coach, formateur et conférencier pour Éco-Bâtiment. Faire des rénovations, ça peut déjà faire peur. Imaginez quand on fait de la rénovation écolo en plus. Et justement, bonne nouvelle, Nicolas nous a beaucoup rassurés. Pas besoin de tout arracher pour être plus vert. En fait, c'est plutôt l'inverse. On va découvrir que rénover vert, c'est avant tout une question de gros bon sens, de bons matériaux et aussi de bonne planification. On parle d'astuces concrètes, de projets inspirants, de ce qu'il faut éviter et de ce qui en vaut vraiment la peine. Alors, Nicolas, première question pour toi. Ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de devenir entrepreneur ou éco-entrepreneur, spécialisé dans ce qui est écologique, finalement? Lorsque j'ai parti ma compagnie en 2005, compagnie de réno, en une journée, ce que l'on jetait sur un chantier, c'était plus que toute l'équipe avec nos petits bacs verts à l'époque dans une année complète. Alors, de réaliser l'impact sur un chantier de rénovation d'une petite équipe, multiplié par le nombre de personnes, Alors là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Alors ça a été mon élément déclencheur. Et est-ce que construire ou rénover de façon écologique, c'est nécessairement plus compliqué? Compliqué, c'est une belle question. Ça devient plus de planification, mais ironiquement, ça peut devenir plus simple. Ça va être beaucoup plus fluide, ça va couler de soi. Alors que si on improvise n'importe quoi, n'importe comment, bien, des fois, le chantier, les délais, les frais deviennent cacophoniques, puis ça devient explosant. Fait que de planifier prend du temps, mais on sauve du temps, on sauve de l'argent. Est-ce qu'il y a une règle de base pour un projet réno-écolo? Même qu'il y a 3 règles de base. 1, planifier. 2, planifier. 3, planifier une troisième fois. Puis mon premier niveau de planification, c'est de voir quel est le produit, où est-ce que je vais amener le produit. Parce que c'est facile de planifier que la rénovation elle-même. OK, on va faire ceci, cela. Mais attends une minute, on recule. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là? Est-ce qu'on va en faire une multigénérationnelle? Est-ce que les enfants vont bientôt quitter la maison? Est-ce que je vais vendre la maison? Est-ce que je vais la louer? Est-ce que je vais faire en sorte que c'est un produit que je vais vraiment personnifier pour moi, mon goût, mes tendances, puis que le prochain acheteur, dans 3-4 ans, va tout jeter parce que c'est fait tellement Nicolas? Alors ça, c'est important. Planifier, quelles sont les phases? Hey, présentement, non, mais dans 5 ans, passons tout de suite un conduit passe-fil pour la future thermopompe, pour le futur spa, pour la future voiture électrique. Donc, je n'ai pas passé nécessairement l'électricité, parce que le câblage peut changer avec les différents types de bornes, mais je peux tout de suite mettre un conduit, ce qui fait que je n'aurai pas besoin d'arracher du J-Broc, de défaire mon revêtement intérieur. Puis de recommencer, jeter des matériaux et jeter de l'argent. Donc, j'ai tout de suite prévu phase 1, phase 2, quels sont les travaux réellement requis versus souhaités. C'est pas la même chose. Hey, chérie, ça serait le fun si. Est-ce qu'on en a besoin? Alors, c'est peut-être pas écologique dans ce moment-là. Et la troisième phase, de bien découper cette phase-ci d'intervention. Comment? Pourquoi? S'il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les fameuses tant qu'à, bien, ça se planifie. Les imprévus sont souvent prévisibles. Les idées reçues que tu entends le plus souvent par rapport aux rénovations écologiques, est-ce que tu peux nous partager des exemples? Définitivement, ça va coûter plus cher. Oui. Alors, la prémisse de base dans « ça va coûter plus cher », c'est « attendons une minute ». Jasons-en. Quand je dis à mes enfants « va acheter du papier de toilette », puis qu'ils reviennent, « Hey, papa, ça a juste coûté 3 ». Ben oui, mais il est allé au dépanneur, il a acheté 2 rouleaux, un paquet de 2 rouleaux. Bien, ça a juste coûté 3 $. Oui, mais à l'épicerie, pour 10 $, on aurait eu 20 rouleaux. Oui, mais ça a coûté moins cher. Ben oui, mais on en a moins pour notre argent. Exemple concret. Rénover, refaire la toiture d'une maison. On va y aller en bardeau d'asphalte. Ça coûte moins cher. Erreur. Allons-y en tôle. Allons-y en tôle, qui va avoir une espérance de vie de 60, 75, 80 ans, qui, en bout de ligne, puisque une
installation de tôle va me durer l'équivalent de 4 cycles de bardeaux d'asphalte. Fait qu'en bout de ligne, la tôle, qui va être complètement recyclée, récupérable, va coûter plus cher initialement, mais moins cher quand on regarde le coût annualisé. Et si quelqu'un veut rendre sa maison plus écologique, il commence par où? Mettons qu'on n'a pas un gros chantier, on ne veut pas rénover la maison au complet, mais je veux faire ma part. Par quoi je peux commencer? La première étape, la première question, j'en ai-tu de besoin? La plus belle cuisine écologique, c'est celle qui est là, que je vais juste rafraîchir, restaurer. Jeter une vieille cuisine parce qu'elle fait tellement 95, c'est pas écologique. Est-ce qu'on aurait pu la repeindre? Est-ce qu'on aurait pu changer le dosseret, le backsplash, la petite céramique derrière? Ça, c'est le plus écologique parce que finalement, c'est vrai que c'est pas si pire que ça. La deuxième question, faire un bilan de santé de ma maison. Exemple, thermographie. Donc, c'est l'espèce d'appareil photo qui nous permet de voir où sont les déperditions de chaleur, mais surtout l'infiltrométrie. Infiltro, fuite, métrie, mesure. Le programme Réno-Climat, un technologue vient et il fait un bilan de santé de la maison. Quel type de portée-fenêtre? Quel type d'isolation? Quels sont les pieds carrés ou les mètres carrés de surface multipliés par les hauteurs? Donc, combien de pieds cubes d'air? Et l'infiltrométrie, c'est un appareil qu'on installe qui va nous permettre de voir quelle est la quantité de déperdition par les fuites d'air. Alors, même si j'ai un gros montant que j'ai mis pour refaire l'isolation, mais que j'ai des fuites d'air, je n'ai pas fait de bilan de santé, je suis allé à côté de la traque. Bon, tu disais tantôt, est-ce qu'on a vraiment besoin de certaines choses? Qu'est-ce que tu penses des tendances, par exemple? Ben moi, je veux ça dans ma cuisine, la salle de bain, mais là, la porte de douche, c'est plus ça. Qu'est-ce que tu penses des tendances en rénovation? Tout ce qui est à la mode, des modes. Et j'en ai arraché comme entrepreneur des cuisines, des salles de bain fonctionnelles, juste parce que, ça fait tellement 95, comme je disais. Les fameuses toilettes de couleur. Là. Les toilettes de couleur qu'on avait. Donc, la prémisse de base, garder des interventions, un look intemporel, puis habillons-le avec un dosseret, avec la peinture, avec le rideau, les accessoires, ce qui fait qu'on ne le remplacera pas. Ça, c'est la première prémisse de base. Des éléments plus faciles à enlever ou moins dommageables si on les enlève. Donc, de bien planifier, est-ce que j'en ai de besoin, puis d'avoir un look intemporel. Puis au niveau des matériaux, qu'est-ce qu'on privilégie quand on commence une rénovation écologique? Est-ce que le matériau en place a encore une vie utile? Déjà, c'est la première question. Est-ce que le matériau de remplacement, je pourrais non pas l'acheter, mais le récupérer, le revaloriser de quelqu'un qui a déjà déconstruit? Je veux rénover ma salle de bain l'année prochaine. Je planifie. Je vais aller dans mes médias sociaux. Hey, salut gang, je vais rénover, je me cherche un bain gauche, avec le drain qui est à gauche. Également une vanité qui ferait dans le coin de 32-36 pouces de largeur. Je veux un vieux miroir qui a du look. Donc, vous allez être surpris du nombre de personnes qui vont me dire « Hey, justement, ma belle-sœur, dans son cabanon, ça fait des années qu'elle dit un jour... » Hey, viens le chercher, Nico, c'est à toi. Et ça va être gratuit, recyclé, revalorisé. Donc, c'est écologique, c'est économique. Puis ça a de la gueule, ça a du punch, ça a du caractère. Puis les gens recherchent souvent le caractère. Bien, selon les personnes, mais généralement, moi, oui. La plupart des clients que j'avais, c'était définitivement une personnalisation au niveau du produit, sans tomber dans trop à la mode, mais quelque chose qui a de la gueule. Imaginez un vieux meuble, une vieille commode à tiroir, on perce le dessus, on met un vasque qu'ils ont récupéré, ça a du charme. Est-ce qu'il y a des matériaux qu'on pense écolos, mais qui ne le sont pas du tout? Oui. Comme? Le meilleur exemple, c'est qu'on se fait vendre l'éco-blanchiment. On se fait vendre. Ce produit-là, il est écologique parce qu'on n'a pas coupé d'arbres. Un produit de prélard. C'est vrai, si je mets des œillères. Mais à l'inverse, le produit de prélard, c'est des phtalates, c'est de la pétrochimie. C'est une durée de vie peut-être qui va déchirer dès que je vais déplacer le frigo ou que je vais déplacer une commode. Peut-être qu'il va survivre longtemps. Le plancher de bambou. Hey, il a fait le tour de la planète. Alors qu'à contrario, on aurait pu prendre un beau produit de plancher de bois franc comme le frêne. Pourquoi le frêne? Bien, c'est un arbre qu'on a dû couper parce qu'il était malade avec la grille du frêne. Ouais.
Fait que j'ai même pas coupé des arbres neufs, j'ai récupéré... C'est des arbres qui devaient être coupés de qui toute devaient façon. être coupés, qui ont été revalorisés au lieu d'être juste déchiquetés. Mais ça revient à ce qu'on disait avec le toit de tôle tantôt. Le bois franc va coûter peut-être le double du plancher flottant, sauf que sur le long terme, il va être là beaucoup plus longtemps que le flottant. Ben oui, j'ai sablé, comme entrepreneur, j'ai sablé, verni des planchers centenaires. Ça fait 100 ans que c'est dans la maison, tu sais, avec nos maisons de Rosemont, du plateau, de Villeray. Et c'était encore bon. Ça arrive à la fin de vie utile. Alors qu'un plancher stratifié, là, dès que j'ai un petit dégât d'eau, il gonfle, il enfle, on jette tout ça. Et c'est le pire pollueur, c'est les couvre-planchers en termes d'analyse du cycle de vie. Et quand on parle de vieux planchers, parce qu'il y en a qui ont des vieux planchers à la maison, puis dès que ça craque, ils ont tendance à vouloir les enlever tout de suite. Mais un plancher qui craque, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon en tant que tel. Non, pas du tout. Puis quand je me lève le matin, je craque parfois aussi. Là. Ça veut pas dire qu'on est plus bon, ça? J'espère qu'on est plus bon. Fait que définitivement, il faut voir que c'est installé avec du clou carré à l'époque. C'est sûr qu'il y a une dilatation-contraction selon les taux d'humidité, l'assèchement du bois, etc. Mais non, c'est pas plus bon parce que ça craque un peu, évidemment. Est-ce qu'il y a des gestes qui sont sous-estimés qui peuvent avoir un gros impact? Oui, l'entretien préventif. On achète une voiture et aux 6 000 km, qu'est-ce qu'on fait? Entretien préventif, on vérifie tout ça. On achète une maison, 500 000, 600 000, 700 000, et on n'est pas foutu 2 fois par année de faire une inspection vraiment avec les yeux préventive, les calfeutrants au portaux des portes et fenêtres, le calfeutrant de la salle de bain, d'aller sur la toiture, vérifier les gouttières, vérifier qu'il n'y a pas un paquet de sédiments, les samars, des feuilles mortes, ben oui, etc. Donc, qui fait en sorte qu'il y a des risques d'infiltration d'eau. Fait que l'entretien préventif, ça coûte à peu près rien. C'est plate, ça prend du temps. Et bien sûr, repeindre tout ce qui a besoin d'être entretenu, repeindre ou huiler, protéger les revêtements extérieurs. On peut aller sur un site web comme la SCHL, qui a un checklist, hein? Il y a une liste mémoire de dire voici les trucs à vérifier pour faire l'entretien. Mais déjà, de se reculer de nos yeux de « j'occupe ma maison », mais de se mettre les yeux un peu Sherlock Holmes, hein? J'observe, je regarde ma maison. Ah ben oui, regarde, dans ce coin-là, il y a des traces noires juste en dessous de la fenêtre. Pas normal. C'est pas normal. C'est pas souhaitable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est d'investiguer, etc. Mais oui, bien sûr, un inspecteur en bâtiment normalement pré-achat pourrait devenir un bon joueur à inclure. OK, Nicolas m'a dit qu'il faut que je fasse un entretien préventif. Est-ce que je peux vous engager? Vous veniez me faire un checklist et subséquemment, les années suivantes, parce que vous avez fait la visite avec des yeux d'observateur, là, vous allez pouvoir le faire 2 fois par année. Ça se fait bien, ça prend 2 heures. Et ça peut nous sauver des milliers de dollars de ne pas remplacer les portes et fenêtres parce qu'on a refait le caulking, hein, le calfeutrant, puis on le fait comme il faut. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. On a parlé beaucoup de rénovation. Quand on part de zéro, quand on veut se faire construire une maison, quand on a un plan, c'est beaucoup à penser déjà. Et là, si on intègre le côté écolo dans tout ça, on devient qu'on est un peu étourdi. Comment on peut naviguer là-dedans? 80% de l'écologie d'un projet, c'est à la planification. C'est vraiment le mot à retenir de cet épisode-là, la planification. Planifier. Et évidemment, mon côté formateur, prof, coach, accompagnateur, c'est s'éduquer. Parce qu'il y a une chose de remettre entre les mains d'un architecte ou d'un designer mon projet, mais c'est une deuxième de challenger mon designer. Pourquoi on fait ça comme ça? Ah, ben on a toujours fait ça de même. Et j'aime pas ça. Donc, planifier, comprendre. On n'a pas toujours les compétences pour challenger, par exemple. Mais on peut s'informer. Oui. On peut aller sur des sites web indépendants tels que Éco-Habitation. Et là, je vais être capable de parler avec mon designer ou mon conjoint, ma conjointe, puis dire « Hey, chérie, si on fait ceci au lieu de cela, en termes de durabilité, en termes de matériaux sains, qu'il n'y aura pas d'émanation de composés organiques volatiles, en termes de proximité, en termes de recyclabilité, recyclable, réparable également, qui est un autre paramètre important. » Et il y a des programmes financiers, il y a des subventions, il y a des choses qui existent pour partir à zéro. On a vu juste dans les dernières années Réno Climat, on a eu la subvention canadienne pour Maison Verte, on a eu Réno Vert il y a quelques années, Logirénov il y a quelques années. Donc, ces programmes. Et maintenant, aujourd'hui, en 2025, on a Hydro-Québec qui a repris le flambeau avec les thermopompes, entre autres. Donc, ce que je dirais, c'est que monsieur, madame, de bien s'informer, c'est quoi les programmes actuellement en vigueur. Il y a quelques mois, on parlait beaucoup de Réno Climat et maintenant, c'est plus Hydro-Québec.
Puis je ne serais pas surpris que l'année prochaine, quelqu'un qui nous écoute en rediffusion dise, ben oui, C'est plus ça pantoute. C'est plus ça pantoute. Donc, faire attention, s'informer quelles sont les admissibilités des programmes en cours là. Si tu avais, Nicolas, un budget illimité et aucune contrainte, ton projet de rêve, ça ressemble à quoi? Est-ce que ce serait, par exemple, une maison qui fonctionne 100% à l'énergie solaire, par exemple? Ah, tellement une belle question. Piège et méchante. La première question, où je suis rendu, moi, dans ma vie? À la blague, mes enfants sont payés. Mes 3 enfants sont rendus adultes, sont autonomes, ils n'habitent plus à la maison. Ils sont payés. Les enfants sont payés. Ils sont partis. Il est encore sa carte de crédit. Oui, c'est ça, il n'est pas payé encore. Et ma maison de rêve, aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu, minimalisme. Beaucoup moins de chauffage, beaucoup moins de taxes, beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de réparation. Et on fait la corrélation avec l'écologie. Beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins de matériaux qui seront jetés en fin de vie utile. Fait que ma maison idéale, minimalisme. Si quelqu'un qui nous écoute présentement veut rendre sa maison plus écologique, mais voit ça comme très, très gros puis il hésite à se lancer, ton message pour cette personne-là, ce serait quoi? Un verre de vin rouge. Et planification. Et ou sa boisson préférée, ça Oui. peut être une tisane. Et on s'assoit, on arrête, on jase avec notre partenaire de vie. Est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et toujours de ramener le principe suivant, durabilité. Qualité d'intervention. On va en faire moins, mais ce qu'on va faire, ça va être bien fait. Et est-ce qu'on a besoin d'aussi gros que ça? Fait que ça, c'est les prémices de base. Planifier. Puis quand on a pris un verre de vin rouge, comme par hasard, finalement, c'est peut-être plus une bulle au cerveau qu'un besoin, puis peut-être qu'on préfère d'autres choses avec cet argent-là, cet argent qui serait mal investi, parfois, avec des dépenses inutiles. Moi, c'est le contraire. Je prends un verre, me dire que les projets de grandeur, ça s'en vient. Juste un... Oui, c'est ça. Les bulles, il va en avoir quelques-unes. Exactement. Nicolas, on a parlé beaucoup de rénovation, de construction, des choses qui sont, somme toute, assez lourdes. Mais dans notre quotidien, à l'échelle humaine, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier notre environnement de vie, que ce soit une maison ou un condo, pour que ça soit plus écologique? Peut-être changer le débit de l'eau d'une toilette, d'une douche, je sais pas. Un pommeau de douche faible débit, définitivement, c'est une belle réponse. Aujourd'hui, la toilette que l'on achète va, grosso modo, consommer 4 litres d'eau par flush, par chasse d'eau. Dans le temps, on était à du 11, 18, Oula! 21 Mon litres. Dieu. Est-ce que je devrais jeter ma toilette parce qu'elle consomme un peu plus d'eau? Pas évident. Alors, le pommeau de douche faible débit, définitivement, on fait ça, ça se fait très bien, on le remplace et on a une économie en eau et une économie en argent. Je chauffe moins d'eau chaude, j'ai moins besoin de brûler d'eau chaude, pas de brûler, mais de prendre ma douche parce que j'ai moins de débit. Deuxième principe, comprendre ma maison, les fuites d'air. Ça peut représenter 30 à 40 de ma facture chauffage. C'est beaucoup. Énorme. Puis un truc, les charges fantômes. Ah oui, débrancher ces appareils. Ah, Oui, les charges fantômes, ça c'est drôle parce que selon Hydro-Québec, on est rendu avec une vingtaine et plus d'appareils qui chargent, qui brûlent de l'énergie, même lorsque l'appareil est débranché. Alors notre bloc chargeur de cellulaire, je débranche mon cellulaire, mon bloc chargeur que je laisse brancher Il dans la consomme prise, toujours. il consomme 40 en latence. oh, c'est beaucoup. Fait que selon ça. Hydro-Québec, en moyenne, 200 piastres par année que ça coûte, voyons. alors que notre appareil n'est même pas en fonction, mais qu'on a laissé la prise électrique. Les charges fantômes, c'est responsable de 10 de notre facture d'Hydro-Québec. Oh ben, Hey, prenez votre facture annuelle, enlevez 10 ça commence à être intéressant. là. J'arrive à la maison, je débranche. oui. Nicolas, on sort les cartes parce que c'est l'heure de la jasette des décarbonés. Question en rafale, réponse courte et rapide. Oui. Une erreur que tu vois souvent et comment l'éviter? On a toujours fait ça de même et on ne prend pas le temps de lire le foutu guide d'emploi du fabricant. Si quelqu'un veut faire une chose écolo chez lui cette année, tu lui dis de commencer par quoi? Faire un bilan de santé de la maison. Je vais faire mon toit. Quelle est l'option la plus avantageuse et durable? On en a parlé, là. Oui, on en a parlé définitivement. Si la réglementation municipale l'autorise, un toit de tôle. Je dois refaire mon plancher. Je choisis quoi? À quel endroit est le plancher? Si c'est un plancher dans une salle de bain, c'est pas le même choix de matériaux. On va aller avec une céramique, une porcelaine ou un plancher de béton peut-être. Si c'est les aires de vie, j'aime beaucoup un plancher de bois franc de frêne d'un arbre qui a dû être abattu à cause de la grille. Si c'est un plancher de sous-sol,
je ne mettrai pas un plancher de bois franc. Donc, je vais aller plutôt avec un produit qui va avoir une meilleure permissivité aux écarts de température. Réponse courte, hein, on a dit? Non, ça va, ça se passe bien. Mais sous question par rapport à ça, en rafale, ton opinion sur les planchers chauffants, parce que tu as parlé des céramiques dans les salles de bain, ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Ton opinion là-dessus? Une vieille étude de la SCHL, un plancher radiant électrique dont la pièce est à 18 degrés Celsius offre le même confort à l'occupant qu'une pièce à 21, mais dont on a les pieds au froid. Ah ben là, on n'est pas coupable. Moi, je pensais que c'était un luxe pas très écologique. Ah. Ton top 3 des matériaux que tu défendrais jusqu'à la mort, c'est quand même un statement, si je peux me permettre l'expression. Le top 3, laine de chanvre. L'isolant de laine de chanvre fabriqué au Québec qui remplace la laine rose, hein, la laine minérale, la laine misérable que j'appelle. On aime ça. Définitivement, ossature de bois au lieu de travailler avec du colombage de métal, donc biosourcé. Et le troisième, un beau revêtement de frêne, j'en ai parlé déjà, qui est un produit qu'on aurait jeté, qu'on aurait récupéré. Ton fantasme de matériaux écolos qui n'existent pas encore? Waouh! Quelle question! Définitivement, un fantasme avec de la low-tech, faible technologie. Je suis tanné de toutes nos belles machines, nos échangeurs d'air, récupérateurs de chaleur qui brisent après 3-4 ans. Là. Mon produit de rêve, je l'appellerais les électroménagers indestructibles. Tu sais, nos grands-parents, là, ils se mariaient, puis ils avaient le poêle, le frigo, la laveuse, la sécheuse, jusqu'à ce que, bien, ça serait mon produit idéal, réparable. Si tu devais résumer en terminant la Réno Écolo en 3 mots, que dirais-tu? Je comprends ce que je fais. Je fais en sorte que ça dure longtemps, puis je fais en sorte que je le fais si j'en ai besoin. Fort intéressant. Vraiment. Nicolas, merci infiniment d'être venu au Décarboné aujourd'hui. Ça a été super intéressant. Et là, juste avant de se quitter, Nicolas, on va ajouter un deuxième livre à la Biblio des Décarbonés, qui est une bibliothèque qui va se remplir au fur et à mesure qu'on va faire des épisodes avec des invités, avec une suggestion de lecture qui provient de nos invités. Alors, Nicolas, dans ton cas, tu as rapidement su quel livre tu souhaitais nous laisser, sans aucune hésitation même. Et c'est un livre qui rejoint tes 3 principes de base et qui pourrait nous aider à rénover dans le bonheur. Absolument. C'est un livre québécois qui a été édité en 2017, si je ne me trompe pas, qui nous parle de le guide de la rénovation heureuse. Wow. Et on ne dit pas comment installer un 2x4. Ce qu'on dit, par contre, c'est comment on va planifier les travaux avec notre architecte, notre technologue en architecture ou notre designer. Comment on va jaser avec notre entrepreneur. Comment on va faire en sorte que la réno soit heureuse et de faire attention dans notre couple, tant qu'à « Hey chérie, on va faire ça, c'est un investissement. » Non, c'est une dépense. Le guide de la rénovation heureuse, je l'obligeais à certains clients avant de faire leur soumission quand je voyais que c'était trop décousu comme projet. Nicolas, je vais t'inviter à placer le livre dans la bibliothèque de Décarboné. Oui! Merci infiniment, encore une fois. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé et on prend le temps de voir est-ce qu'on en a besoin. À chaque épisode, on termine en vous partageant nos découvertes décarbonées, nos découvertes du moment, finalement. Oui, puis ça peut être des entrepreneurs d'ici qui nous parlent d'idées inspirantes et des trucs du quotidien pour réduire notre impact environnemental ou parfois même un projet qui nous donne envie de passer à l'action. Aujourd'hui, notre découverte décarbonée est en collaboration avec Watson Innovation qui conçoit et installe, entre autres choses, des structures solaires résidentielles. Et j'ai tellement de questions là-dessus. Dans ma tête, des panneaux solaires, c'est énorme. On dirait que je vois pas comment on peut avoir ça chez nous. Dans ma tête, c'est pas toujours beau non plus, mais semblerait-il que je me trompe. Et justement, Charles Moquin, qui est président de Watson, est avec nous pour répondre à toutes nos questions. Bonjour. Bonjour. Quand on parle justement de panneaux solaires, Elisabeth le disait, on a ça en tête, des structures énormes, chères, pas super esthétiques. Est-ce que c'est encore le cas? Je vous dirais que ça, c'est il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus performant, 3 fois plus discret. On a des panneaux beaucoup moins énormes, donc on arrive à faire ça de façon plus compacte. Il existe maintenant des produits qui vont plus loin que les panneaux solaires sur les toits. On parle pergola solaire, abri d'auto, clôture, rampe, mur solaire. On peut les intégrer partout finalement. Absolument. Donc, la technologie a extrêmement évolué avec le temps. On a les panneaux bifaciaux. Donc, le fait de produire l'énergie des deux côtés, on peut les intégrer justement, comme vous avez mentionné, en pergola. Donc, améliorer notre aire de vie par le fait même tout en produisant de l'énergie, s'en servir comme abri d'auto pour protéger notre voiture.
Donc, il y a plusieurs intégrations qu'on peut faire. Clôture, rampe, on va être à la verticale. Donc, encore une fois, on a une très belle production d'électricité. Donc, on parlait de pergola, de clôture, ces façons-là qui sont un petit peu plus inusitées. Il y en a beaucoup sur le marché? De plus en plus, dans le fond, surtout, nous, notre but en tant qu'entreprise, c'est de donner double utilité aux produits. Donc, si on est pour se faire un aire de vie, un fameux outdoor ring, comme on l'appelle communément, vaut mieux avoir une structure qui va être durable. Puis, question de clôture, à quand on a eu une clôture qui a pu avoir un retour sur investissement? Ça sert seulement à délimiter un terrain. Actuellement, c'est seulement une dépense. On peut arriver à y faire un retour sur investissement. Bon, si j'en veux à la maison, si je veux m'équiper de panneaux solaires, c'est quoi les étapes? Parce que j'imagine que je peux pas poser ça moi-même, là. Évidemment, des fois, les gens vont parler de système do-it-yourself, mais évidemment, c'est pas du IKEA. Ça prend des professionnels. Il faut que ça soit bien fait. On parle d'électricité, donc ça prend des électriciens qualifiés. C'est quoi les avantages d'avoir des panneaux solaires à la maison? Par exemple, en cas de panne d'électricité. Moi, j'habite dans un quartier où, au Québec, on est probablement ceux qui perdent le plus souvent de l'électricité. En cas de panne, est-ce que ça peut m'aider d'avoir un panneau solaire chez nous? Les panneaux seuls, non. Donc, combiné avec la batterie, oui. La batterie va venir servir de génératrice. Ça va être instantané. Donc, le relais, c'est pas comme une génératrice où il y aura plusieurs secondes le temps que le signal est envoyé. La batterie prend le relais instantanément, donc pour ces pannes-là. Et l'autre avantage, j'imagine, c'est financier. Absolument. Donc, les batteries, contrairement à la génératrice qui sert seulement en cas de panne, on va pouvoir décharger notre électricité aussi en période de pointe. Donc, on va pouvoir profiter des avantages des tarifs à 2 vitesses qu'Hydro-Québec propose. Et parlons de chiffres, justement, parce que concrètement, combien un foyer peut espérer économiser sur ses factures d'énergie grâce à vos systèmes solaires? C'est tout le temps relatif à la conception du système. On parle généralement de 30 à 50 de l'impact énergétique de la facture d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il existe des programmes, des incitatifs qui permettent de se procurer ce genre de panneaux-là et avoir une certaine flexibilité financière? Oui, absolument. Actuellement, il y a un programme qui s'appelle le prêt pour Maison canadienne plus verte qui offre un prêt sans intérêt pendant 10 ans. Donc, c'est une économie de plus de 8 000 $ en intérêt. Donc, actuellement, c'est très intéressant. Hydro-Québec ont annoncé aussi qu'à partir de 2026, ils offriraient environ 1 000 $ du kilowattheure installé. Est-ce que ces installations-là ont des grandes durées de vie? Donc, nous, les panneaux solaires qu'on préconise ont des garanties de 30 ans, non seulement sur la production linéaire, mais aussi sur le produit. Donc, c'est important d'avoir la même garantie. Si un panneau te promet 30 ans de production linéaire, mais qui garantit seulement le produit pendant 12 ans, pour moi, il y a un petit anguille sous roche. Ça doit être équivalent. On doit être confiant de ce qu'on offre comme produit. Donc, nous, les panneaux qu'on offre, c'est tout le temps 30 ans de production, 30 ans sur le produit. Ils sont tellement confiants qu'ils vont même offrir un montant de compensation pour la main-d'œuvre si on doit aller remplacer le panneau. Et là, bon, vous êtes une entreprise québécoise. On dit, quand on pense au Québec, on pense à la neige, évidemment, qui est présente plusieurs mois par année. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques au climat québécois qui influencent peut-être la conception de produits solaires? C'est sûr que le Québécois moyen ne voudra pas complètement dénaturer sa maison. Donc, on va essayer de suivre la pente de sa maison. C'est rare qu'on va aller mettre une pente inverse. Donc, les maisons à faible inclinaison de toiture vont avoir certaines accumulations, puis les gens n'iront pas la déneiger, évidemment. Donc, il y a une petite perte de production au niveau de l'hiver. Mais ça, c'est pour ceux qui ont une toiture plus plate un peu. Là. Ceux qui ont une toiture assez standard en angle. Un petit angle, mettons, de 20 degrés, là, ça va commencer à favoriser un déglacement naturel. Plus on va être incliné, on a des pentes 9-12 des fois sur des maisons, bien là, ça, c'est facile. Absolument. Ouais. Là, la neige, elle tombe pratiquement instantanément. Donc là, ça va favoriser énormément. Si on parle de structures aérées, telles que tantôt on parlait des pergolas, des abris solaires, bien, l'effet bifacial, on a une production des cellules photovoltaïques en dessous. Donc, eux, jusqu'à moins 15 degrés, vont venir réchauffer le panneau puis favoriser l'autodéglassement également. Bien, c'est super intéressant. Charles Moquin, président de Watson Innovation, merci beaucoup d'être passé au Décarboné aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Compétitionner pour le bien de la planète? C'est possible. Allez, les gars, allez! Dans la série Les Décarbonés, 6 participants rivalisent d'idées géniales pour réduire leur empreinte carbone. 10 défis costauds, 2 juges et un grand prix d'une valeur de 50 000 à gagner. Bingo! C'est plus les décarbonés, là, c'est les cinglés! Les Décarbonés, à voir sur TV5 Uni.